je vais essayer de, peut-être en quelques mots, vous dire déjà que on a prévu un peu plus d'une heure, une intervention à deux, donc on va essayer de rendre ça un peu plus vivant, et ce ne sera pas un cours. Je pense même qu'on peut garder un temps après, hein, Charlie, pour des interventions. Maintenant, s'il y avait vraiment des questions urgentes, hein, qui ne peuvent attendre, eh bien, osez les poser, on saura rattraper le temps. On peut en faire, on n'est pas très nombreux, on peut aussi en faire quelque chose qui est proche d'un séminaire, d'échange. Donc sentez-vous assez libre d'intervenir si vous avez envie d'intervenir. On n'a jamais fait ça comme ça à deux? Non, c'est vrai. On aura peut-être des bugs, il ne faudra pas nous en tenir rigueur. Mais on pense que ça peut être intéressant. Alors on va peut-être dire comment on travaille et ce que l'on fait. Tu veux peut-être commencer? Alors, voilà, donc moi je suis muséographe. J'ai un bureau d'études de muséographie qui s'occupe en particulier de concevoir des scénarios d'exposition, de concevoir des parcours de visite et d'imaginer, de concevoir aussi des dispositifs de médiation dans les expositions permanentes. Donc mon travail se fait soit avec des maîtrises d'ouvrage directement si elles ont besoin de conseils et d'assistance, ou en maîtrise d'œuvre et dans ce cas-là en association avec des architectes, des scénographes et d'autres spécialités sur l'espace et le bâtiment. Voilà, moi je suis maître de conférence à l'Université Polytechnique Hauts-de-France, qui est à Valenciennes. Je dirige des recherches qui portent essentiellement sur la construction, ce qu'on appelle la construction de sens en situation naturelle. C'est-à-dire, vous êtes seul ou en petit groupe, mais généralement sans guide, sans enseignant, sans un tiers capable de guider votre regard, sans un tiers capable de faire de la monstration, de vous dire voilà ce qu'il faut voir. Donc vous êtes en situation ce qu'on appelle écologique, naturelle, et vous visitez, alors ça peut être un musée, mais ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être aussi le vécu, la dynamique émotionnelle dans un hôpital, ça peut être au cours d'un spectacle, ça peut être on peut équiper aussi des musiciens, on n'a pas encore fait des danseurs, mais voilà, on pourrait équiper n'importe qui. Ce qui nous intéresse, c'est comment les humains construisent du sens lorsqu'ils sont dans un environnement, donc dans un espace, qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas, c'est pas très important, mais où généralement il y a une intention de quelque chose. Ce qui est le cas par exemple du musée. Le musée est toujours intentionnel. Enfin, on l'espère. Alors aujourd'hui, merci aux organisateurs de nous avoir invités. Je ne savais pas en plus que c'était une journée un petit peu de clôture de tout un travail qui a été entrepris de nombreuses années. Donc pour nous, c'est assez touchant. Je vais, moi, vous parler dans un premier temps de ce que signifie comprendre, qui paraît évident pour tout le monde. J'ai compris quelque chose, avec une confusion souvent entre le j'ai compris et le j'ai appris quelque chose, qui n'a strictement rien à voir, ou peu à voir en réalité. Alors pour ça, je vous propose, on va faire un détour, il n'y a pas le choix. Vous allez voir que on ne peut pas comprendre ce que signifie comprendre sans passer justement par la dimension du corps et des émotions. Alors ce détour, on va le faire depuis... on va essayer de revenir un siècle. Je ferai rapidement, je passerai rapidement là-dessus. Mais il est important de se souvenir que ça fait, en gros, depuis... alors pas depuis les cabinets de curiosité, mais les cabinets de curiosité ont accumulé énormément d'œuvres et pendant longtemps les ont présentées... pour ce qui était des collections, c'est-à-dire du sol au plafond. Et la collection était la chose la plus importante. Alors même si c'est des gravures de peintres de mémoire sur la précédente, et qu'elle est un peu exagérée dans ses dimensions, néanmoins, il y a eu une longue tradition d'une muséologie de l'expo, et de l'objet. Du quantitatif, en fait... qui faisait la valeur de la collection, c'est effectivement de pouvoir montrer son pouvoir à travers une grande quantité d'œuvres. Et il y a plus d'un siècle, en fait, on s'intéresse depuis assez longtemps, en fait, au corps des visiteurs, plus exactement à leur comportement.
Donc dès 1898, on se dit mais quand même, il faudrait qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe. On ne comprend pas très bien pourquoi les gens s'arrêtent à tel endroit ou ils s'arrêtent plutôt à tel endroit. Est-ce qu'il y aurait des moyens de comprendre tout ça? Et on fait ce qu'on appelle de la mesure. Donc pendant très longtemps, on a fait de la chronométrie. On continue d'ailleurs à en faire, hein. Il y a des expositions récentes, que ce soit le Louvre, qui continuent de chronométrer les temps de passage devant les œuvres. On continue d'observer, ça fait beaucoup, on observe la position des visiteurs et on en tire un certain nombre d'enseignements. Par exemple, c'est là qu'on s'est dit que, donc dès 1916 en fait, avec Gilman, fait des recommandations et montre que de présenter des objets au sol est pas une très bonne idée. De même que de présenter des objets dans des vitrines planes, je ne sais pas comment tu les appelles. Des vitrines tables. Oui, les vitrines tables. Si les vitrines tables sont trop grandes, il faut se pencher. Et au bout d'un moment, vous avez tous remarqué que vous avez mal au dos. En plus, si le sol est dur, ça renforce ce sentiment de mal de dos. Et on sent bien intuitivement que le capital d'attention, il est loin d'être que cognitif, il est aussi lié au capital du corps. Et que si on empiète, c'est-à-dire si vous commencez à ressentir de la douleur, eh bien en fait, vous diminuez la possibilité d'attention. Alors ça, c'est quelque chose qui a été montré depuis. Avant, on en avait surtout l'intuition. Alors on pourrait se dire qu'avec une centaine d'années d'études sur le corps des visiteurs dans les musées, on a appris beaucoup de choses. À la fois oui et non. Et parfois on se demande vraiment si on a bien retenu ce que les nombreuses études ont montré. Pour vous dire, les études sur les visiteurs, en France par exemple, alors c'est pas toujours sur le corps, hein, mais toute étude confondue sur les visiteurs, entre 2000 et 2005, on en recense 700. 700 études en 5 ans. Alors c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup entre les années 30 et les années 50. Aux États-Unis, à partir des années 50 jusqu'aux années 80, il y en a beaucoup. Puis après, il y a une accélération un petit peu partout. Mais on est aujourd'hui en milliers d'études, et probablement une dizaine de milliers d'études, sur les visiteurs, leur comportement, leurs usages. Et pourtant, on continue à produire des dispositifs qui ne sont pas forcément adéquats. J'imagine que tu nous en diras un mot un petit peu plus tard. Oui, alors moi je rebondis un petit peu là-dessus, mais c'est le titre de ta diapo, les irritants. Alors, les irritants, oui, alors je fais un saut direct, mais en fait, depuis les études, on montré qu'on qualifie tout ça sous la forme des irritants. Il y en a de nombreux. Là, aujourd'hui, je vous présente juste les irritants autour du corps, mais vous avez des irritants cognitifs, vous avez des irritants spatiaux, vous avez une quantité de choses qui irritent et dont l'enchaînement des irritants produit quelque chose qui peut parfois être irréversible. C'est-à-dire que vous perdez votre visiteur. Mais ce n'est pas l'objet vraiment d'aujourd'hui. En tout cas, si on peut se dire qu'on a appris que la fatigue des visiteurs était liée, enfin, si on touchait le corps des visiteurs de façon non adéquate, on les fatiguait. Et si on les fatiguait, on perdait une partie du capital d'intention. Et moi, je suis toujours surpris de voir que tout se passe comme si parfois on n'avait pas appris ou retenu la leçon. Parce que là, ça vous pouvez dire, bon, a priori, c'est bien aussi pour les personnes à mobilité réduite, c'est la bonne hauteur pour les enfants, etc. Mais il y a parfois quelque chose qui relève du mépris. Ça, c'est récent. Hein. D'ailleurs, elle est floue parce que je l'ai prise à la volée. Ce que vous ne voyez pas, c'est que la personne n'arrive pas à se relever. C'est pour ça que j'ai eu le temps de la prendre. En fait, il est posé sur ses mains, il ne peut pas se relever. Et donc, les cartels sont placés à 20 cm du sol. Parce que la ligne graphique a dit que c'était comme ça. Et là, on se demande vraiment si on tient compte des visiteurs. Vous pouvez vous dire, oui, bon, alors c'est une exception, etc. Regardez, bon, Lima, ça c'est Anvers, 2015. Les cartels sont au sol. Donc, regardez la photo de droite, qui peut aller lire le cartel au sol? C'est rigoureusement impossible si vous ne vous mettez pas à quatre pattes, quoi. Donc c'est assez étonnant de voir ces pratiques qui sont loin d'être en fait des accidents. Dans les irritants, je vous passe aussi, donc, on a parlé du corps et de la position du corps, il y a aussi tout ce qui est visuel, sonore. Le bruit dans certains musées est très élevé. Les climatisations peuvent faire un bruit qui fait un bruit de fond qui devient insupportable, aussi bien pour le personnel d'encadrement du musée ou de surveillance du musée que pour les visiteurs. C'est quelque chose qu'ils ne verbalisent pas, mais qui atteint véritablement leur capital d'attention. Donc ne pas pouvoir voir les vitrines, ça c'est un grand classique.
Dans les expériences dont je vous parlerai après, on a des retours continuellement de gens qui nous disent mais j'essaie, on les voit bouger et puis ils nous expliquent qu'en fait ils essaient de trouver le bon angle pour ne pas avoir le reflet de la vitre qui est derrière. J'imagine que là aussi, si on arrive à ça, c'est parce qu'il y a une complexité, quelque chose qui n'est pas simple à programmer et à concevoir. On en parlera effectivement. Des choses très récentes aussi. Vous pouvez vous dire que là, normalement, vous pouvez voir l'écran, regarder la taille des chaises. Au-delà d'un confort, il y a des contradictions ergonomiques. Vous ne pouvez pas à la fois avoir quelqu'un qui lit un texte horizontal et un autre qui va pouvoir lire, qui va pouvoir voir le film. Il est beaucoup trop petit. Vous avez aussi des choses comme ça. Hein. Vous savez, les fameux sièges en métal, dessinés, en acier, froid, personne ne se pose dessus. C'est dur, c'est froid. Vous le sentez, vous avez une préhension en fait du matériau. On voit des gens mettre les doigts et puis finalement ne pas les utiliser. Et on a fabriqué beaucoup de mobilier comme ça. Je vous rappelle même les mobiliers Unistra, par exemple en Corten, vous savez, ce métal rouillé, stabilisé, avec une plaque. Vous avez ça à la Micha. Vous avez du mobilier en Corten, c'est magnifique. Mais personne n'ose s'asseoir dessus. Enfin, c'est difficile. En plus, les bords sont pas véritablement, ils sont pas coupants. Mais on n'est jamais sûr que, voilà, ça va pas faire filer un bas. Donc c'est compliqué ces ergonomies. Alors ça, c'est juste un irritant cognitif. Quand vous en avez un comme ça et que vous dites que que ce n'est pas en ordre de marche, tout va bien. Mais le plus difficile, c'est quand les visiteurs ne savent pas que ça marche pas. Et on vous montrera des exemples où les visiteurs ne savent pas que ça ne marche pas. Et là, c'est particulièrement irritant. 1, ça va. 2, 3, encore une fois, on perd les visiteurs. Il y a vraiment un seuil où les visiteurs sont assez tolérants, on pourrait dire. Ils sont prêts à accepter des petits défauts, des petits désagréments. Mais c'est la répétition qui, à un moment, ils tiennent, et puis ça casse. Et là, il y a toujours le même phénomène, c'est de reporter sur l'institution la responsabilité de ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, à entendre, à voir, à toucher. C'est pour ça que j'ai parlé à la fois de mesures, mais qui ne semblent pas toujours entendues. Dans certains cas, alors évidemment, ne généralisons pas, hein. Quand je parle de mépris, il y a certains endroits où on pourrait avoir le sentiment qu'effectivement il y a un mépris pour le corps. Et puis il y a une troisième chose qu'il faut comprendre sur le corps, et particulièrement qui concerne la France et les pays francophones. C'est un ouvrage écrit dans les années 80-83, en fait lors de l'exposition je crois de 83, mais qui a surtout connu un succès à partir des années 89 et qui a été enseigné pendant de très nombreuses années. Donc il s'agit d'ethnographie de l'exposition et qui a un parcours assez étrange puisque pratiquement tous les praticiens des musées connaissent la classification qui est issue de cet ouvrage. Donc je vous rappelle, la classification de Élisée Ouvéronne et Martine Levasseur, ils étudient une vingtaine de personnes, donc il y a très peu de monde, et ils font une classification entre papillons, poissons, libellules et je ne sais plus quel animal. La fourmi. Fourmi, voilà. Vous connaissez? Tout le monde connaît. Voilà. Enfin, dans les musées, tout le monde connaît. Élisée Ouvéronne et Martine Levasseur précisent bien qu'il s'agit d'une étude exploratoire, qu'il s'agit de quelque chose qui est une idée et qu'il n'y a pas lieu de la prendre pour quelque chose de définitif. On ne sait pas très bien pourquoi cet ouvrage a eu un succès phénoménal. Un succès assez étonnant, c'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup été lu, mais il est terriblement connu. C'est-à-dire que la caractérisation ou la classification est connue de pratiquement tout le monde, sans savoir derrière ce que ça recouvre. Et ça recouvre quelque chose qui est vraiment un problème aujourd'hui, c'est que on est en sémiotique du comportement. C'est l'idée qu'en observant quelqu'un, vous pouvez en déduire son état cognitif. Et vous n'avez pas besoin de passer par une verbalisation. Alors, ils ne se sont pas trompés. Observer un comportement, c'est lui attribuer du sens. Là, moi j'adhère et on peut tout à fait faire avec. Mais là où ça devient délicat, c'est que le comportement est imbibé de signification. C'est vrai aujourd'hui, bien sûr, tout le monde sera d'accord avec ça, à une condition essentielle, c'est que cette signification soit verbalisée par la personne qui a vécu cet état émotionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il nous est impossible scientifiquement de pouvoir attribuer une émotion ou
une dimension cognitive vécue à un visiteur en observant un visiteur qui n'aurait pas verbalisé. Et toutes les expériences qu'on peut faire, c'est-à-dire à chaque fois nous on le pratique, c'est-à-dire qu'on passe des comportements à des gens, on leur demande de nous décrire ce qui potentiellement se passe, et bien dans 80% des cas, en fait, vous êtes à côté. Ça vient du fait qu'il n'y a pas de relation stricte entre le comportement et la cognition. Vous le savez tous, vous pouvez regarder vos étudiants peuvent très bien vous regarder et vous avez le sentiment qu'ils vous écoutent, mais ils pensent tout à fait à autre chose. Vous pouvez très bien me regarder actuellement et avoir une autre image. Vous pouvez très bien écouter ma voix, mais entendre tout à fait autre chose. En fait, voir et regarder sont deux choses différentes, de même que écouter et entendre. Donc cette simple prise en compte est fondamentale parce que si on cherche une raison à mon sens, hein, mais c'est une hypothèse, enfin c'est une proposition que moi je fais, c'est que dans le fond, pourquoi on s'est mépris pendant de très nombreuses années dans l'espace francophone sur le comportement? Un, c'est une étude exploratoire et ça n'a pas été assez répété. C'était juste une étude exploratoire. Deux, on ne savait pas forcément que le comportement n'avait pas de sens en lui-même. Ça, c'est relativement récent. Trois, aujourd'hui, on insiste beaucoup pour dire qu'un chercheur qui décrit un comportement décrit avant tout sa relation au monde à lui. Il ne décrit en rien la dimension cognitive d'un visiteur. Il décrit ce qu'il pense du visiteur. Un visiteur qui est devant une œuvre, qui se croise les bras, selon la logique d'une épistémologie du comportement, vous pourriez dire, ah bon, alors là, soit il est très attentif, une autre version, ce serait, il est dubitatif. Parce que la programmation neurolinguistique, vous auriez quelques éléments et du coup, vous pourriez vous dire, ah, il a haussé un sourcil, ça veut dire ça, etc. Donc ça, vous savez qu'à chaque élection, c'est le cas, on vous dit, voilà, il est intervenu, il a haussé un sourcil, donc ça voulait dire ci ou ça voulait dire ça. Pour nous, en tant que chercheurs, ça ne vaut rien. On ne peut rien faire avec ça. Et du reste, ça n'a jamais été prédictif. On ne sait pas quoi en penser. C'est pas du tout la même chose, j'insiste, si vous êtes en relation de communication avec la personne. Si elle vous parle, le problème est tout à fait différent. Si elle vous parle à vous, le problème est différent. Mais si vous observez quelqu'un qui ne parle pas, ce qui est souvent le cas des visiteurs, c'est extrêmement difficile de pouvoir dire scientifiquement ce que la personne est en train de vivre d'un point de vue émotionnel et cognitif. Si elle dit « Ah, c'est génial, ça y est, c'est fait », ok, on peut en dire quelque chose. Pour le reste, on ne peut rien en dire. Alors, j'en viens à l'hypothèse que je formule, puisqu'il y a eu un succès phénoménal de la catégorisation des comportements et des observations, donc ça a généré beaucoup d'études autour du comportement, c'est qu'en fait, on adore ce qu'on appelle l'ingénierie des épiphanies. Et là-dessus, je crois qu'on partage tous. Alors, l'ingénierie des épiphanies, c'est quoi? C'est que finalement, le monde est vraiment complexe. Il dépend du découpage que vous en faites, il dépend de vos épistémologies sous-jacentes, il dépend de vos croyances, il dépend de votre parcours, ça dépend comment vous découpez le monde. Et il y a quelque chose de très rassurant d'avoir des gourous, des personnes qui vous font apparaître une image en vous disant, en fait, le monde, c'est ça. L'épiphanie, elle apparaît, et tout d'un coup, vous avez un camembert qui vous dit, les visiteurs, ils sont tant, ils sont ci, ils sont ça. Vous leur prêtez, et puis les bestiaires, ça marche bien. On les a recensés il n'y a pas très longtemps. On continue depuis de faire de nombreuses études, chaque fois avec des nouveaux bestiaires. C'est-à-dire qu'au lieu de les caractériser avec des animaux comme les poissons, les papillons et les libellules, eh bien, vous avez John Falk, pour ceux qui connaissent bien les études de visiteurs, est parti sur les aventuriers. Voilà, on a tout un registre autour de les précurseurs. Là, on a des registres aussi. La Chine se réveille beaucoup en ce moment en études, et vous allez voir que les études des comportements, eux, ils vont qualifier ça tout à fait autrement. J'ai plus les noms en tête, mais ça n'a plus rien à voir. C'est pas les aventuriers, parce qu'aventurier, c'est peut-être pas très bien dans une idéologie plus globale. Donc en fait, à chaque fois, ce que disent ces épiphanies, ces images que l'on produit, qui simplifient la vision du monde des comportements des visiteurs, c'est finalement avant tout une relation que nous avons en tant que chercheurs avec le monde, ou que l'institution a avec le monde. Bon, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, vous vous demandez peut-être que, ok, le corps, nous, en tout cas moi, je ne fais pas partie d'un laboratoire, et Julien vous en parlera aussi, on ne fait pas partie d'un laboratoire qui justement prétend pouvoir dire beaucoup de choses d'un comportement, c'est-à-dire d'un déplacement relatif du corps dans l'espace. À partir du moment où il est verbalisé, c'est tout à fait différent. Mais tant qu'il n'est pas verbalisé, moi je ne sais pas quoi dire de la petite fille que vous voyez tout à fait à gauche, qui se croise d'ailleurs les bras, ou de Muriel qui regarde la statue. C'est rigoureusement impossible. De même qu'ici, vous pouvez imaginer que soit ils prennent en photo parce que ça les intéresse, mais on a pu montrer que parfois vous prenez en photo
pour envoyer à des amis pour montrer justement ce qui est très très moche, ce que vous trouvez très laid. Donc c'est très difficile d'utiliser ces comportements pour en déduire des catégorisations des visiteurs. Voilà, alors nous ce qu'on aimerait bien faire, c'est savoir connaître cette dynamique émotionnelle, comprendre ce que le corps signifie, le corps et l'esprit, c'est un tout pour nous. Mais évidemment sans déranger la situation. C'est là que c'est difficile. Vous connaissez tous les techniques d'enquête dans les musées pendant les visites. Alors il y en a plein, il y a celle de l'escorte, de l'observation. L'escorte, vous accompagnez les gens, vous leur demandez un temps régulier, ou d'ailleurs de commenter continuellement leur visite. Vous pouvez les observer sans être vus, vous pouvez les observer en étant vus. Vous pouvez aussi les équiper avec des dispositifs et de leur demander technique de talking aloud, beaucoup développées d'ailleurs au Canada, où vous enregistrez les verbalisations à haute voix de la personne qui se déplace dans un musée et qui vit une expérience. Talking aloud, vous savez que Colette Dufresne-Tassé elle-même reconnaît qu'il y a une des difficultés, c'est qu'il est très difficile de verbaliser avec des visiteurs à côté des émotions ou très positives ou très négatives, parce que vous avez aussi vos pairs qui sont en train de juger ce que vous dites. Donc c'est assez compliqué. Mais est-ce qu'on peut réellement raconter ce qu'on est en train de penser au moment où on le pense? Alors voilà, il y a l'autre problème qui est à partir du moment où vous verbalisez l'instant présent, on ne sait plus très bien si, en gros, signifier une émotion, verbaliser une émotion, on ne sait plus très bien si on est en train de la vivre ou si on a déjà une dimension réflexive en train de raconter ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est toujours un petit peu... Cela dit, ça donne des résultats, tout dépend, les méthodes dépendent des questions que vous posez. Si vous avez envie de vous poser des questions sur ce que la personne a lu, ça peut être largement suffisant. Elle verbalise ce qu'elle est en train de lire et vous savez ce qu'elle a lu. Donc ça peut, il n'y a pas une méthode plus extraordinaire qu'une autre. Il y a surtout des méthodes adaptées aux questions que vous posez. Pour notre question à nous, c'est-à-dire sur la dimension de l'expérience de la visite, la dynamique de visite, ça ne marche pas très bien. Alors il y en a une aussi, c'est enquêter après la visite. Elle pose beaucoup employée, notamment avec des techniques d'explicitation développées par Vermeersch, où vous demandez à la personne, vous rentrez dans le détail de ce qu'elle a vécu a posteriori en essayant d'extraire la dynamique très fine de certaines séquences. Malheureusement, ce sont souvent les séquences les plus fortes ou les plus fortes pour le meilleur et pour le pire. Tout ce qui est moyen qui nous intéresse, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la construction, soit de l'émotion, soit de la cognition, en fait, on ne le retrouve pas. Vous allez avoir les extrêmes, c'est-à-dire la personne va vous dire « j'ai adoré telle chose » ou « j'ai détesté telle chose ». Comment elle en est arrivée à ça, comment elle a construit ça, on ne l'aura pas, on n'a pas cette finesse. Donc on a travaillé pendant de nombreuses années à mettre une méthode au point, et je ne l'ai jamais fait, donc j'en profite en fait pour remercier Cécile Dupeux, je ne l'ai jamais fait publiquement en fait, parce que les premières expériences que l'on a faites ont été faites, et je vous en montrerai un exemple, ont été faites à l'œuvre Notre-Dame, et il y a de ça 10 ans. Et à cette époque-là, il faut quand même réaliser que les enquêtes des publics avec des dispositifs instrumentés n'étaient pas forcément très bien perçues. Et j'ai eu quelques refus. Et voilà, je trouve ça assez, assez intéressant de voir que Cécile Dupeux est là aujourd'hui, mais elle était là aussi il y a 10 ans pour permettre, en fait, ouvrir un espace à ces recherches. Et je pense qu'il n'y a pas, en fait, c'est pas un hasard, quoi, que finalement elle soit à l'origine, en tous les cas. Elle a permis cet espace et aujourd'hui, elle est à une restitution de cette expérience. Alors on s'y prend de la manière suivante. On utilise un phénomène très particulier qui est celui de la reviviscence. Remémoration, reviviscence, qui est en fait, en d'autres termes, celui de la Madeleine de Proust entretenue. C'est très simple, vous savez tous que quand vous regardez, je ne sais pas, une image que vous aimez, vous éprouvez quelque chose et c'est relativement stable. Quand vous n'aimez plus la personne, vous dégagez le portrait et vous passez à autre chose. Donc il y a vraiment une relation émotionnelle entre les images. Ça vient du fait qu'il y a une relation, je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais il y a une relation très stricte entre l'activation neuronale et poser un regard. Pour 90% des personnes, ça marche beaucoup avec le regard dans nos sociétés. Pour 10%, ce n'est pas forcément le regard, ça peut être l'ouïe et l'oreille. On a observé que par exemple dans le cas des concerts, c'est-à-dire chefs d'orchestre, musiciens, en fait la vue, ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à produire ce phénomène de remémoration. Comment on s'y prend? On enregistre
ce que la personne regarde à tout instant. Et pour ça, actuellement, on équipe ça avec un eye tracker. Donc là, vous avez des personnes, vous voyez que l'eye tracker, par exemple, il est difficile de deviner où il se trouve. En fait, c'est la personne qui se trouve tout à droite avec un cordon autour du cou. C'est lui qui porte l'eye tracker. Mais vous voyez aujourd'hui que tout le monde porte des lunettes et on n'arrive plus à les distinguer. Donc c'est extrêmement discret. On enregistre la totalité d'une visite et ensuite, alors ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc vous avez une image typique d'un eye tracker. Vous avez ce qu'on appelle le gaze point, le point de focalisation du regard. Et la tâche, son augmentation, montre l'intensité du regard. Le fait que vous posiez votre regard sur un espace. Alors une des difficultés, c'est pour nous, encore une fois, là on a une trace d'un comportement, mais l'enregistrement de la trace d'un comportement ne veut rien dire. Vous ne pouvez même pas dire s'il a vraiment regardé la bouche. Il a très bien pu regarder, la personne a pu regarder des rapports de surface, elle a pu regarder des textures, elle a pu regarder une couleur, une forme, des rapports, vous n'en savez rien. Donc on ne sait pas ce que... Et on n'est pas toujours sûr que d'ailleurs la personne a vraiment regardé. Encore une fois, elle a pu penser à autre chose. On a de nombreux cas comme ça où des gens ont pensé à autre chose. Donc voilà, on a enregistré une trace comportementale, pour autant on ne peut rien en dire. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, ce qu'on peut faire, c'est repasser la trace du comportement à la personne qui a vécu ce comportement, et là il y a un phénomène assez magique. Je dis magique parce qu'à chaque fois on se dit non mais là ça ne va pas marcher dans telles conditions, et pour l'instant on a à peu près 200 enquêtes, donc c'est des enquêtes lourdes, assez compliquées à mettre en œuvre, ça demande, même si pour les gens c'est très léger, pour nous ça demande une analyse, il y en a pour une journée, quoi. Donc on a fait 200 enquêtes et pour l'instant ça n'a jamais, ça a toujours marché. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous exposez la personne à sa propre trace, elle est capable instantanément de vous dire ce qu'elle était en train de vivre. On a raté, pour vous dire comment ça marche bien, c'est que il est arrivé qu'on rate des entretiens, ce qu'on appelle des entretiens Remind, donc en reviviscence. On a été obligé de les refaire longtemps après. Et pour des raisons de disponibilité, on a fait ça avec une chanteuse qui est équipée d'un tracker, et donc qui regarde en fait le chef de chœur, qui regarde le pianiste. On a fait ça 6 mois plus tard. Et 6 mois plus tard, sur à peu près 1 heure d'enregistrement, on récupère 15 minutes d'une magnifique qualité. C'est-à-dire qu'elle est capable, de seconde en seconde, de nous dire ce qui se passe cognitivement, émotionnellement, corporellement. Une des seules conditions, c'est d'avoir des espaces qui présentent des aspérités. C'est-à-dire que le seul endroit où ça ne marche pas, c'est dans un endroit justement laboratoire blanc. Si l'espace est rigoureusement blanc, en fait, il n'y a rien pour accrocher le regard, ça ne fonctionne plus, parce que tout est équivalent. À partir du moment où, et c'est pour ça que ça marche bien dans le musée, c'est parce que vous avez des différences, et ces différences, elles créent une mémorisation, elles facilitent la mémorisation. Je vous montre un exemple ? Oui, alors le son ne s'en sert plus. C'est-à-dire qu'on ne se sert... Bien sûr, on enregistre à la fois ce que la personne voit et on enregistre tout ce que les gens se disent. Alors c'est assez amusant parce qu'il arrive que les gens se souviennent qu'ils ont un dispositif. Même s'ils ont porté des lunettes, ils peuvent se souvenir. Alors ils s'en souviennent en particulier lorsque c'est un peu... Les enfants s'en souviennent quand c'est un peu délicat et on leur demande de passer dans un boyau un petit peu sombre ou difficile. Ça peut arriver... ça peut revenir. Mais globalement, ils l'oublient assez bien. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand ils s'en souviennent et qu'ils veulent dire des choses à voix basse, en fait, ils ne se rendent pas compte, mais ils se rapprochent du micro. C'est-à-dire qu'ils vont dire... Et donc on entend d'autant mieux ce qu'ils se disent à voix basse. Ouais. Quand on réexpose les gens à leurs propres traces d'activité, ils ne sont pas obligés de tout nous dire. Mais ce qu'on n'a jamais réussi à faire, c'est de faire mentir les gens. Il nous est arrivé de montrer des fausses traces d'activité. En fait, ça ne marche pas. Et pourtant, on a montré des traces qui étaient quasiment similaires, avec des parcours similaires. On a montré ces traces à d'autres personnes. Elles font ce qu'elles peuvent en disant, voilà, j'ai commencé. Puis, en fait, elles laissent tomber, elles n'y arrivent pas. Et elles disent, pour tous les exemples qu'on a testés, elles disent, c'est pas moi. Donc il y a une reconnaissance très très forte de ce que vous avez vécu à travers l'enregistrement de votre trace. Alors je vais vous en montrer une comme ça au Palais des Beaux-Arts. Préalablement, alors ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est qu'on demande à intervalles réguliers pendant l'entretien, on demande aux visiteurs de se situer émotionnellement. Et là encore, on a essayé de repasser 3 fois sur les mêmes enregistrements en disant non, vous n'avez pas dit ça précédemment, vous avez dit ça, donc de mentir. Et en fait, ça ne marche pas, les gens reviennent toujours au même état émotionnel. Actuellement, on utilise ce que vous voyez à droite, Xemotion, donc c'est une charte en X.
Et alors elle est intéressante pour ceux qui s'intéressent au corps, parce que vous voyez que c'est une charte des émotions, et qui nous a demandé en fait 3-4 ans. Elle est vraiment le produit de 3-4 ans de travail, et notamment aussi, non pas d'échecs, mais de difficultés à utiliser les roues des émotions traditionnelles, parce que ces roues des émotions sont fondamentalement cognitives, et elles ne prennent pas en compte le corps. Or, nous insistons pour prendre en compte le corps. Et vous voyez par exemple le petit qui est ici, c'est sa dimension très communicationnelle. Vous avez des dimensions zen mais content, vous avez aussi des dimensions content mais pas zen. Et puis c'est surtout cela qu'on a introduit. C'est-à-dire la dimension, on s'est rendu compte que dans un musée, vous pouvez très bien avoir froid, vous pouvez très bien vous sentir, en fait pas très bien, vous pouvez être un peu malade. On ne sait pas je rappelle que les émojis, on ne sait pas exactement ce qu'ils signifient. Donc on fait des doubles enquêtes, c'est-à-dire qu'on fait des enquêtes situées, on demande aux gens de verbaliser les émojis, ce qui nous donne en fait un faisceau d'indications de ce qu'il est vraisemblable, comment dire, il est vraisemblable que l'émoji signifie telle chose. C'est les visiteurs qui nous le disent. C'est comme ça qu'on procède. Donc moi, je vous dis ce que j'en pense, mais en réalité, c'est les visiteurs qui vont nous le dire. Vous imaginez bien que cette charte ne veut pas dire la même chose dans un musée et dans un hôpital. Il y a de fortes chances que cette dimension-là, elle veuille dire autre chose. Je vous en montre un exemple, juste un exemple rapide. Donc 2 minutes. Le premier, donc c'est au Palais des Beaux-Arts de Lille. 2 personnes se rencontrent et elles échangent, elles visitent le musée. Le deuxième est assez intéressant aussi. C'est un garçon, une fille, et en fait, le garçon essaye de séduire la fille à travers le discours. Il va porter un discours sur les œuvres d'art opportunistes pour pouvoir séduire la fille, vous allez voir. Alors, s'il veut bien démarrer. Je suis dans une espèce de logique de recherche de mon expo. C'est ce que vous faites là? Oui. Je suis vraiment je balaye. Où est la salle? On cherche quelqu'un. Donc moi je lui dis, dans cette première galerie, je lui dis, moi je n'ai pas d'émotion quand je vois ces tableaux, je serais heureuse que quelqu'un m'aide à rentrer dans ce monde et me décode, je serais très heureuse de ça, mais là maintenant j'ai pas d'émotion, je préférerais aller voir d'autres toiles, et les toiles qui sont juste derrière nous me séduisent davantage. Et voilà, on disait que le goût finalement ça s'apprenait. Quand on est sur la même longueur d'onde, moi rapidement je dis à Florence, j'ai envie de voir d'autres toiles, quoi. Celle-ci ne me touche pas. En gros, ça nous aide à toutes les deux. Donc on fait un tour rapide. Je me suis dit, on a une impression de labyrinthe dans cette salle-ci. Une sensation un peu d'enfermement simplement sur l'espace. Voilà. Je me suis demandé si l'environnement ne pouvait pas être aussi un moyen d'être un peu plus inspirant, de rendre plus curieux. Là, comme ça, je n'ai pas été curieuse. Voilà. C'est la question que je me suis posée dans l'autre salle, je l'ai trouvée plus claire. Je me suis dit, tiens, c'est plus simple de circuler, c'est plus clair, on voit mieux. Voilà. Je vais essentiellement regarder les qui regardent elles-mêmes des œuvres plutôt que les œuvres elles-mêmes que je connais quand même un tout petit peu. J'aime beaucoup faire découvrir ce que j'aime, faire découvrir la culture. Bon, là, en l'occurrence, c'est moi qui sais un petit peu de guide à aider. Donc, finalement, c'est autant elle qui m'intéresse que... je ne pense pas que j'aurais été au musée aujourd'hui si j'avais pas proposé à l'œil. Donc c'est essentiellement elle que c'est bien ce que tu nous disais, tu regardes l'œil qui regarde le tableau. Voilà, c'est ça. Ah bah là, en fait, je jette des coups d'œil parce que je sais qu'elle a regardé le tableau en haut et puis elle est très étonnée de voir une femme toute nue. Et puis alors moi, c'est ce que j'adore, c'est à vous les Français quand même, sexe et tout, hein. Vous avez plein de gens qui sont tout nus, et donc là je lui ai expliqué que grosso modo c'était oui, pendant longtemps le sexe c'était pas bien, mais que le sujet des tableaux c'était essentiellement l'Antiquité ou alors des récits bibliques, et du coup on peut se lâcher sur le coup. Je lui explique que qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont bibliques, tout ça, où les gens se baladent tout le temps la moitié à poil, et on peut se dire, bah oui, mais pourquoi à cause du puritanisme qu'il devait y avoir avec la religion, mais sur le coup, finalement, il y avait un petit peu la caution. Vous lui dites tout ça? Oui, c'était tout mon laïus, mon baratinage. Alors aujourd'hui, quand les visiteurs nous disent « je lui ai dit telle et telle chose », on ne le vérifie plus, on l'a fait beaucoup au début, et on n'a jamais trouvé d'écart. Alors c'est pas forcément dit exactement avec les mêmes mots, mais il n'y a pas d'écart de sens. Donc en fait on ne le vérifie plus, d'où la réponse sur le son, on la met en fond, vous avez pu l'entendre, mais on en fait assez peu. Et là, il n'y a plus la pulsation Le gaze point? Si vous l'avez vu, là il est en haut de l'écran. C'est... Ah, parce que technologiquement les choses ont évolué. Maintenant on a de l'intensité, avant on n'en avait pas.
Ça, c'est plus ancien. Mais je vais en montrer un encore plus ancien. Vous savez, en 28, justement, ils avaient une intuition intéressante, hein, tous ces chercheurs, en se disant, mais finalement, on n'arrive pas à mesurer, ils chronométraient. Donc, ils chronométraient avec des chronomètres. Et ils se rendaient compte qu'ils ne pouvaient pas descendre en dessous de 2 secondes. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'il suffit, en tous les cas pour les humains, la capacité d'attention, c'est 0,3 à 0,4 secondes. C'est-à-dire quand vous construisez du sens, vous posez votre regard sur un objet, il vous suffit de 0,2, 0,4 secondes, en moyenne 0,3, pour produire un sens de l'objet. Donc, bien entendu, ça échappe complètement à des outils de chronométrie manuelle. Ça n'échappe pas lorsque vous pouvez le faire. Alors, je vais vous en montrer un plus ancien. Celui-là, je le garde, c'est un petit peu parce que je sais que, voilà, un petit hommage à l'OND, à l'Œuvre Notre-Dame. En fait, on l'aime beaucoup cet exemple. Il s'appelle Daniel. Il faut que je vous décrive ce que je vais vous montrer. Donc là, on peut chronométrer. On n'avait pas de gaze point, mais on peut chronométrer les temps de regard puisqu'on peut les voir image par image. Donc c'est le nombre de frames qui nous permet de faire ça. Donc il faut quand même que je vous décrive. C'est un exemple que j'aime bien montrer parce qu'il est assez sympathique. Je suis devant l'œuvre Notre-Dame, je vois un monsieur qui a environ plus de 60 ans et je lui propose de faire une enquête. Il descend de son vélo. En fait, il est à vélo et il a des leggings, donc c'est un sportif. Il a des chaussures de vélo. Et il me dit, on demande rarement d'ailleurs la profession aux gens, etc. Mais là, il me parle et puis il me dit, oh, je suis à la retraite. Il est du Sud-Ouest. Tout ça, c'est sur le site web. On met toutes nos vidéos en ligne, donc vous les retrouverez. Il s'appelle Daniel. Et il dit, avec un accent du Sud-Ouest, il a 65 ans, je crois. Il part à la retraite. C'est sa première fois à Strasbourg. Il découvre la ville et c'est sa première fois à l'œuvre Notre-Dame. J'en sais pas plus, mais voilà, il visite vraiment en tenue de sportif vélo l'œuvre Notre-Dame. Et il rentre donc dans la salle du Jubé. En moyenne, on avait vu, moi j'avais vu qu'en moyenne, les gens restent, selon la chronométrie, 3 minutes 30 dans la salle du Jubé, en moyenne. Et Daniel, vous allez le voir, il parcourt la salle en 30 secondes. Et on se demande, mais pourquoi il parcourt la salle en 30 secondes? Voilà. Donc c'est une vision subjective, Ce sont les temps de regard que vous avez notés. Là, on ne sait pas très bien ce qu'il regarde parce que justement, on n'a pas de gaze point, on n'a pas de focalisation du regard à cette époque-là. Notez le petit regard sur le chevalier. Il y a un premier regard, il y a un deuxième regard. Voilà. Ça, c'est une séquence typique d'une vision subjective, enregistrement de la trace corporelle de quelqu'un, d'une trace d'activité corporelle. Pourquoi Daniel passe 30 secondes? Alors, si on avait été dans le système des métaphores, qu'est-ce qu'on lui aurait attribué comme animal? Il aurait été probablement, je crois, poisson, il me semble. Poisson. Souris, non, ça n'existe pas. C'est un souris, ça doit être autre chose. Mais les bestiaires, on en a produit beaucoup. Mais comme ils sont pas opératoires. Ouais, du bestiaire. Du bestiaire, ouais. Quelqu'un veut se risquer à la cognition de Daniel à ce moment-là? Vous voyez que c'est difficile pour observer quelqu'un et dire ce qu'il est en train de vivre, c'est quasi impossible. Même, quand bien même, on vous donnerait des traces assez précises de son activité. Alors, une belette. Alors, vous avez noté que, en fait, Daniel pose son regard 3 fois au début. En fait, il le pose 5 fois en tout. Les 3 premières fois, c'est vraiment des temps de 0,2, 0,3, 0,4 secondes. Et en fait, il répète. On m'entend d'ailleurs 3 fois lui demander, mais pourquoi vous restez peu de temps ou quelque chose comme ça? Il me dit avec un charmant accent du Sud-Ouest, il me dit, mais je le vois au premier coup d'œil qu'elle est antérieure à 1250. En fait, il est capable, Daniel, est capable de dater les œuvres à 50 ans près, de cette salle-là. En fait, il connaît tout. Ce qu'on ne sait pas, c'est un super expert. Je ne vous ai pas dit d'ailleurs, mais au début, ça aurait pu encore plus vous influencer. Pour décrire le personnage, il me dit qu'il est à la retraite, mais pendant 40 ans, il a été barman. Il a été barman à Lourdes. À Lourdes. Et il me dit avec cet accent, on l'entend le dire, j'ai vendu du pastis et de l'eau bénite.
Donc il est barman pendant 40 ans, et il est capable de dater les œuvres uniquement en passant, en quelques secondes, il est capable de dater les œuvres. Et il me dit, non, mais ça ne m'intéresse pas. Et pourquoi ça ne l'intéresse pas? Parce qu'en fait, c'est un super expert. C'est-à-dire qu'il ne connaît rien sur le Moyen-Âge, mais il connaît tout sur une chose, le tombé du drapé. C'est-à-dire qu'à la facture des drapés, il est capable de les dater. Et ça, il le fait remarquablement bien. J'en suis tellement... Enfin, on m'entend le répéter. Je dis, vous êtes sûr? Mais je le vois tout de suite. Il me dit, mais je le vois tout de suite. Voilà, il me donne la date à peu près de l'œuvre. Et en fait, c'est simple son histoire. C'est que ça a été... Donc, derrière son bar, quand il n'y a personne, en fait, il sculpte des œuvres du Moyen-Âge. Et donc, il va chercher. Et donc, tout ce qui l'intéresse, c'est les drapés. C'est le tombé, c'est la facture, en fait, du tissu. Et grâce à ça, en fait, il a une très haute connaissance de ces périodes. Il est capable de dater les œuvres. Et tout ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est la Renaissance. Et vous n'avez pas vu d'ailleurs la scène précédente, mais qui se trouve certainement sur le web. En fait, il reste, chose exceptionnelle, quasiment 20 minutes devant une œuvre de la Renaissance. Et là, vous avez son regard qui monte, qui descend, qui monte, qui redescend, parce qu'en fait, il est en train de crobarder, de prendre des photos. Il reste un temps fou devant cette œuvre-là. Donc c'est la Renaissance qui l'intéresse, et c'est pour ça qu'il passe. Alors on peut se demander, mais pourquoi le petit coup d'œil sur le beau chevalier? Le chevalier. Ben, il nous le dit, hop, vous voyez, la première fois, c'est toujours un peu comme, vous vous souvenez pour certains de Bip-Bip le coyote, c'est-à-dire que quand il voit le vide, il ne tombe pas tout de suite. Il faut que ça monte au cerveau pour qu'il tombe. Et lui, c'est pareil. En fait, pour nous, c'est pareil. Ça vous arrive tout le temps. Vous regardez quelque chose et hop, vous vous dites, ah bah ça. Ben, lui, c'est pareil. Il regarde le chevalier une première fois, bon, rien. Et puis tout de suite après, il reste beaucoup plus longtemps dessus et il nous dit, bah, il est magnifique quand même. Si un jour j'ai envie de revenir au Moyen-Âge, je sais qu'ici, il y a un chevalier qui est très beau et je pourrais sculpter un très beau chevalier. Voilà l'histoire de Daniel qui passe. Et si on faisait du comportementalisme, donc de l'observation du corps, tout ça passe complètement à côté. On ne verrait jamais cet ensemble de choses. Alors qu'est-ce qu'on a pu en déduire? Puisque quand même, je vous ai promis de parler de comprendre. Qu'est-ce que signifie comprendre dans l'espace ludique? Alors comprendre, on ne sait pas très bien sur quoi les gens vont poser leur regard. Ça, on est sûr. On ne sait pas ce que vous allez regarder. Mais il y a une chose que l'on sait, c'est qu'au moment où vous allez poser, après la phase de repérage, vous allez vous focaliser votre regard sur quelque chose. Et à ce moment-là, et ça va très vite puisque vous avez vu que ça se passe en 0,3 secondes, vous allez faire appel à votre trajectoire historique, c'est-à-dire vos savoirs, généralement c'est des savoirs assez formels, expérientiels, vous avez pu visiter d'autres musées, et des attentes. Et ça constitue, parce que le musée est intentionnel, en gros, chaque fois que vous franchissez les portes d'un musée, tout ce que vous trouvez a été mis là pour une bonne raison. En tout cas, c'est les visiteurs qui nous le disent. Hein. Au point que vous connaissez tous, en musée d'art contemporain, vous laissez quelque chose au milieu de la salle, et là, il y a un trouble, vous ne savez plus si c'est l'œuvre d'art ou pas l'œuvre d'art. Les champs émotionnels, en fait, vous n'avez pas pensé mettre un testeur cardiaque? Je vais venir. Donc ça produit une tension et une intrigue. En fait, ça fonctionne vraiment, la dynamique d'un visiteur, elle fonctionne autour de l'intrigue. C'est-à-dire, vous regardez quelque chose, on ne sait pas très bien quoi, mais ça produit une intrigue. Alors, si le visiteur, toujours en autonomie, il n'y a pas de guide, il arrive à trouver une résolution, on sait aujourd'hui que ça produit une forme de connaissance, c'est-à-dire c'est de l'expérience, ce n'est pas un savoir formel, c'est une connaissance, et ça s'accompagne, c'est ça qui est plutôt magique, ça s'accompagne d'une émotion de plaisir. Observez-vous la prochaine fois, vous verrez qu'à chaque fois que vous comprenez quelque chose, vous éprouvez une sensation positive. Et quand vous n'y arrivez pas, vous éprouvez une sensation, alors au début pas franchement négative, mais je peux vous assurer que les visiteurs, au bout de 3 fois de suite, n'arrivent pas à se relier ou construire quelque chose, ils commencent à décrocher et à se dire qu'en fait, ce n'est pas de leur faute, mais c'est la faute de l'institution. Le musée de l'œuvre, comme un musée particulier, on pourrait dire qu'avec des représentations qui ont une charge assez spéciale, presque dramaturgique, à côté d'un musée de sciences, par exemple. Oui, mais ce fonctionnement marche, quel que soit... Ça, on les a testés dans les CCSTI, donc dans les centres de culture scientifique et industrie, mais ça marche de la même manière. Si j'arrive à produire une résolution, quelle qu'elle soit, et c'est bien le quelle qu'elle soit qui va poser problème ensuite, puisque vous vous doutez bien que ce que les visiteurs vont construire n'est pas nécessairement ce qui était attendu de la part des concepteurs. Donc ça produit du déplaisir. Si vous engagez, si le déplaisir est vécu plusieurs fois de suite, encore une fois, ça s'accumule. Les visiteurs retiennent les pics d'ailleurs de déplaisir plus que les pics de plaisir, ce qui n'est pas très gratifiant pour nous. Donc en gros, vous leur faites vivre 3 expériences super et une vraiment pas bien, ils vont plutôt retenir celle qui n'est pas bien, malheureusement. Elle s'inscrit beaucoup plus dans les savoirs mobilisés. L'autre chose que l'on a pu voir, là je passe rapidement, on s'est rendu compte que comprendre
c'était établir une relation dans des modalités particulières. On connaît bien celles qui sont, par exemple, historiques, ce qu'on appelle classificatoires. Donc, je vais vous les montrer. On connaît bien, c'est-à-dire vous êtes devant un ensemble complexe, vous cherchez à faire des catégories. C'est une des fonctions primaires chez les humains. Les enfants font ça très vite. Catégoriser. Par couleur, par forme, par ce que vous voulez. Là, on a le droit à ce qui viendra, enfin, ce qui est issu de l'histoire de la personne. Vous pouvez catégoriser par volume, par couleur, par pelage. Mais c'est la même fonction aussi pour les œuvres d'art. Il y a une catégorisation qui se fait par forme, par volume, etc. Alors, ce qu'on observe, c'est que on appelle ça un registre. Nous, en recherche aujourd'hui, on appelle ça un registre lictionnel. C'est-à-dire, liction, c'est une relation qui fait sens. Toute relation ne fait pas sens. Mais il y a des relations qui font sens pour vous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on observe chez les visiteurs que les relations qui font sens se déplacent dans un plan qui est relativement toujours similaire. C'est-à-dire classificatoire. Si on observe que la personne commence à faire de la classification, il y a de grandes chances qu'elle continue dans l'heure qui suit à faire de la classification. Elle ne fera pas que ça. Et ça dépendra beaucoup des interactions avec les tiers. Mais elle a une modalité préférée de classification. Et alors, il n'y a pas que ça. Il y a l'empathie qui est très forte. On l'observe même avec les œuvres d'art. À l'œuvre de Notre-Dame, c'est flagrant. Il y a vraiment des gens qui prennent la pose des statues, qui les vivent corporellement, qui vivent la souffrance des statues. Ces mêmes personnes, vous les emmenez dans un musée zoologique, elles vont vivre exactement l'empathie avec les animaux. Elles vont se trouver face à un loup, elles vont dire voilà, on les tue, c'est dommage, etc. Donc l'empathie est un moteur fort de compréhension du monde, de liaison au monde. L'empathie peut servir aussi, par exemple, ça c'est le mémorial 9/11, donc on va le retrouver partout. Il ne faut pas imaginer que ces registres sont spécifiques à certains musées ou certains espaces. On a le textuel qu'on connaît bien dans le musée, et loin de dire que les gens n'aiment pas lire, en fait, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas lire, les gens sont capables de lire des volumes très importants dans la mesure où c'est une modalité qu'ils aiment. Et puis que les textes sont particulièrement pertinents, voilà. Mais vous avez parfois des couloirs de texte, on peut se dire que là, ils ont un peu exagéré. Néanmoins, il y a des gens qui vont trouver ça très bien, et leur relation au monde passe beaucoup par le texte. Logique, ce qui est attendu de la part dans les CCSTI, soit, mais vous avez aussi des dimensions logiques dans les musées d'art. Encore une fois, ce n'est pas propre à des institutions ou à des espaces particuliers, ça traverse tous les espaces muséaux, et probablement en réalité la vie de chacun d'entre nous. Dans la logique, là par exemple, on peut avoir des visiteurs qui vont s'interroger sur la taille des cadres, sur les volumes des cadres, sur les couleurs. Ils vont essayer d'établir une logique. Ça peut être en fait chronologique tout simplement, ça peut être thématique. Mais eux-mêmes peuvent inventer d'autres modalités. Il n'est pas rare d'avoir des visiteurs qui découvrent dans les tableaux des relations qui sont totalement hors du champ de conscience du conservateur. Personne n'a jamais pensé qu'effectivement il y avait une couleur bleue. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout le propos. C'est pas le propos. Mais cette logique-là fonctionne même si on a de la signalétique qui donnerait, je ne sais pas, une période, un peintre, quelque chose qui donnerait... Oui, parce que si la signalétique, par exemple, est écrite trop petit, en petits caractères, en fait, on va observer que les visiteurs vont essayer de lire. S'ils n'y arrivent pas, plutôt que de s'apesantir là-dessus, ils vont trouver d'autres logiques. En fait, ils ont les logiques à eux. Donc ils vont comprendre, au sens produire une relation, mais qui leur est propre. Des fois, ça peut faire peur, hein, parce que je vais vous montrer des exemples. Kinesthésique, vous le savez bien, mais kinesthésique, c'est aussi vraiment le corps. C'est pas juste toucher. Souvent, on a utilisé déjà le toucher, ce qui est une très bonne chose, mais c'est pas suffisant. Le corps en mouvement est quelque chose qui est nécessaire pour une partie de la population qui est relativement peu exploitée. Spatial, je passe rapidement. C'est plus rare. Spatial, c'est vraiment une dimension de... vous avez des visiteurs qui ont vraiment besoin de se repérer tout de suite, de comprendre l'espace avant toute chose. Ce n'est pas tant les œuvres que l'espace. Encore une fois, ça dépend de votre histoire personnelle. Il n'y a pas de jugement à avoir. C'est une modalité de relation au monde. Et puis, une qu'on observe, je vous ai dit, pour 10% de la population, c'est auditive avant tout. Ce n'est pas forcément de regarder, mais c'est avant tout d'entendre. Et ils ont une vraie mémoire de l'écoute, de la voix, de ce qui a été dit. Alors, est-ce qu'on peut les mélanger ? Alors, ces registres, parce qu'après oui, tout, on peut être auditif à un moment, kinesthésique à un autre moment. On n'est pas l'un ou l'autre. En réalité, on est un peu de tout. Simplement, vous avez des registres qui sont privilégiés, favorisés contextuellement. Il n'y a que comme ça qu'on peut le voir aujourd'hui. Donc, je pense qu'un des intérêts, c'est de les panacher.
en fonction de la question ou de l'intention de conception. En autonomie, alors ça donne des choses quand même assez amusantes, puisque vous imaginez bien que comprendre en autonomie, ça peut être complètement contraire à ce qu'on imaginait. Vous êtes dans un lieu qui veut faire comprendre quelque chose, vous n'êtes pas sûr, je vais vous en montrer un. Ça, on peut le décrire assez facilement parce qu'on a été assistant à maîtrise d'ouvrage pour le vaisseau, où ce dispositif, cet élément, donc, a été créé, en tout cas conçu en interne, pour faire comprendre aux enfants le mouvement, c'est-à-dire le fait d'associer des poulies et des courroies. On peut faire comprendre aux enfants, en leur faisant expérimenter cela, la transmission de mouvement. Donc, à la base, les enfants ont ces courroies qui sont à leur disposition et ils doivent en faire quelque chose avec une toute petite consigne, mais qui ne les dirige pas forcément très fortement. Vous voyez par exemple là, ce mouvement-là, le but c'était que je vous ai entouré en bleu l'endroit où doivent être les courroies normalement. C'est-à-dire qu'après vous les déposez, les courroies que vous voyez doivent être posées sur ce dispositif-là. Mais si vous avez un enfant qui a construit le jeu et qui part, et qui ne les remet pas, ce qui est 90% des cas, il ne les remet pas. Le suivant imagine qu'il y a quelque chose à comprendre. À faire. Même. À faire et à comprendre. Et il va faire. Alors, on n'aura peut-être pas le temps de le montrer, mais je vais vous le décrire. Donc là, on a des enfants, on en a plein qui ont été... Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Regarde celui-ci d'activité. Et alors là, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il fallait faire ? En fait, il fallait faire tourner tout en bas, il y avait ça là-haut qui tournait. Et après, quand je voyais ça faisait tac, 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 ça ne repartait pas. Après, j'ai tout de suite compris qu'il fallait faire dans l'autre sens. Elle a tout de suite compris. Je vais vous montrer. Donc l'objet, il est là. Donc là, par exemple, il nous dit, j'ai tout de suite compris qu'il fallait tourner dans l'autre sens. Pourquoi ? Parce que l'enfant trouve le dispositif fini, mais il est persuadé qu'il faut trouver une raison. Donc lui, il ne sait pas qu'en fait les courroies, elles n'auraient pas dû être là et que c'était les courroies. Donc qu'est-ce qu'il voit ? Il voit la boule rouge qui monte quand il tourne dans un sens, et puis quand elle arrive au bout, elle fait juste toc parce qu'elle tombe. Et il établit ce lien, cette fameuse liction qui fait sens, et il dit, quand elle fait du bruit, j'ai compris qu'il faut tourner dans l'autre sens. Et il est très content. Sauf que ce n'est pas du tout l'intention en fait de l'institution. Et donc la personne qu'on va avoir, je ne sais pas si tu vas la diffuser, est désespérée de se rendre compte qu'en fait la petite fille n'a pas du tout compris ce qui était derrière l'intention des concepteurs. Oui, je l'ai coupé, mais elle insiste en disant, mais alors les courroies, en fait elle n'a rien compris par rapport aux instants. Alors on en a beaucoup, en fait c'est presque l'inverse. Dans l'autonomie, vous avez très peu de choses qui finalement relèvent de l'intention des concepteurs, malheureusement. En tous les cas, c'est ce que montrent ces enquêtes. Alors, on a vu aussi des concepteurs qui ont fait autre chose. Alors, ils se sont dit, mais finalement, si on laisse trop d'espace aux enfants, ils vont comprendre n'importe quoi. Donc, on va resserrer, on va contraindre finalement le geste, le corps. On va canaliser le corps. Ils ont fait des choses comme ça. Ce qui me semble, c'est que ça met en évidence un aspect que dans la conception des manips, qui est un truc récurrent, est la remise à zéro. Absolument. S'il n'y a pas de consigne en fait, de remise à zéro par l'utilisateur, si le système ne fait pas de lui-même, on est un peu dans le cas de figure des trucs qui ne fonctionnent pas. Absolument. Oui, c'est un gros défaut et c'est difficile ça de le résoudre. Alors là, c'est vraiment intéressant parce que dans ce cas-là, je peux vous dire que l'équipe de conception nous a donné tous les documents de réunion et on voit très bien qu'une des consignes fondamentales, c'est de conserver la remise à zéro. C'est-à-dire qu'il faut que les courroies, d'une manière ou d'une autre, soient mises, etc. Et ce qui fait le détail, et ça tous les responsables d'institutions le savent bien, au moment de la fabrication, on leur dit « ça va coûter beaucoup plus cher ». Et donc, ils renoncent, alors que c'est écrit en gros pendant toute la conception, il faut que les courroies, etc., au dernier moment, ils abandonnent ça, et quand l'équipe de conception abandonne la remise à zéro, en fait, ça part dans tous les sens, vous voyez, ça tient à quelque chose de très ténu. Dans le cas des manips mécaniques, c'est un peu très compliqué. C'est vrai. Alors, justement, le numérique, à qui on prête toutes les possibilités du monde, il y a des gens qui se sont dit, mais si on contraignait le geste des enfants, on est quasiment sûr de leur faire apprendre quelque chose. Vous avez compris que comprendre, c'est établir une relation qui fait sens. Apprendre, c'est tout à fait différent. Apprendre, c'est une dimension réflexive. C'est un tiers qui dit, il a appris. Généralement, c'est les parents ou celui qui accompagne. Il dit, je l'ai emmené là pour qu'il apprenne quelque chose. Nous, on n'a jamais, je crois que ça arrivé une fois sur les 200 personnes dans les musées, on n'a personne qui nous dit, j'apprends. Vous ne le dites jamais naturellement. C'est très rare. Ça peut arriver, mais c'est vraiment très rare. On n'entend qu'une chose, c'est j'ai compris, j'ai compris.
Ça revient continuellement. J'ai compris qu'il fallait mettre ça. J'ai compris qu'il fallait. Donc certains se sont dit qu'en contrôlant les opérations avec des enfants, alors, ne le regardez pas en détail, je vous l'explique. Là, ils se sont dit, vous voyez, il suffit d'appuyer là sur suite, et donc c'est un jeu en râteau. Et ils se sont dit, mais finalement, si on contraint le geste, on va finalement faire comprendre aux enfants ce qu'il fallait comprendre. Puis il n'y aura pas besoin d'avoir des humains qu'il faut payer et qui sont en grève. C'est une des raisons que l'institution politique défend. Donc, ici, ce qu'il faut voir, c'est que dans le fond, c'est un jeu ultra simple. Je tue les loups, ou je nourris les loups, ou je les laisse les loups. Et vous voyez que le chemin vert, finalement, vous conduit qu'à une solution. En fait, quel que soit votre choix, vous avez tort dans tous les cas, sauf dans un cas. Et donc, vous pourrez se dire, mais alors les enfants, ils vont comprendre la chose qu'il fallait comprendre. Eh ben non, pas du tout. En fait, ils comprennent ce qu'ils veulent. Absolument ce qu'ils veulent. Et même, certains comprennent le contraire de ce qu'il fallait comprendre. Donc, même en contraignant le corps, on a pu montrer que, en fait, ça pouvait être super négatif. Et puis, je vous en montre un autre, parce que là, on parle beaucoup des enfants. Là, je vous montre un adulte, cette fois-ci, qui joue avec des trucs numériques. Écoutez bien, il va se faire... Le gars est responsable d'une grande institution dans une mairie. C'est pas... Je veux dire, a priori, il connaît déjà ses outils, etc. Tu raconteras peut-être l'expérience, on les a emmenés... Oui. Au Doudou, le musée du Doudou à Mons, qui n'est pas un musée du Doudou. C'est un musée sur, en fait, la ville de Mons a une fête tous les ans avec Saint-Georges, le dragon, une sainte locale, etc. Et en 2015, ils sont devenus capitale de la culture et ils ont eu beaucoup de budget pour faire des musées, etc. Ils ont fait donc le musée de leur fête votive qui s'appelle le Doudou. Et c'est un gros dragon vert. Et donc, c'est un musée dans lequel on n'a quasiment pas d'objets, mais où on a beaucoup, beaucoup de numérique sous toutes ses formes, dont des écrans tactiles. Alors, regardez bien, écoutez bien, cette personne qui, a priori, est un adulte, il a des enfants, il joue avec des tablettes, il a un ordinateur, et il ne va pas être très content de ce qui se passe. Alors, en rentrant, j'ai vu qu'il y avait le dragon dans le fond de la pièce. Ouais. Moins fort. Première question, je me suis demandé pourquoi on passe du religieux au dragon sur les deux salles. Quelle transition, pourquoi, comment. Et puis évidemment, je vois le dispositif des mains qui s'allume sur le dragon, donc j'essaie, et ça ne marche pas. Donc j'essaie bêtement pendant 5 minutes, parce que je me dis que j'ai pas dû comprendre la manipulation. Je comprends pas très bien, mais ça marche pas. Oui, je ne sais pas. Descendre, peut-être un petit peu. Alors là, je pense que je me suis attardé un peu, parce que je voulais savoir ce que c'était, et ça m'a vite énervé, parce que ça ne fonctionnait pas. Enfin, pas comme je souhaitais. C'est la troisième fois ? Oui. Ah, moi, ça a été exactement ça. J'ai été vexé. Parce que quand je suis arrivé, il y a un graphisme enfantin, la représentation du dragon, ça reconstituait un puzzle, en gros, et comme ça ne fonctionnait pas, ça marchait. J'ai pas réussi à mettre toutes les pièces au bon endroit parce que ça ne s'accrochait pas. J'ai fini par être vexé, je me suis dit, t'es bête ou quoi? Alors que a priori, c'est quelque chose qui, pour moi, est à destination des enfants. Ah là, c'en est un autre. Ah, c'en est un autre. Alors en fait, là, c'en est un autre, donc je l'ai vite laissé tomber. C'est pour reconstituer justement tout l'équipement de Saint-Georges, si je ne me trompe pas. Je l'ai vite laissé tomber parce que je me suis dit que j'allais encore être minable comme avec le dragon. Vous vous êtes dit ça. Vous allez être minable. Vous me faites... Bon, voilà, en fait, il dit « je me sens minable ». Et ça, c'est quelque chose qu'on observe, auquel il faut vraiment prêter attention. Des dispositifs numériques qui ne marchent pas très bien, qui n'ont pas la bonne ergonomie, qui sont en panne en plus. Ou qui sont en panne, mais que la personne ne sait pas qu'il est en panne. Vous avez vu, on s'est senti minable. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe, c'est qu'il commence à y avoir une forme de divergence dans les pratiques. Plus vous savez vous servir de ces outils, plus vous les utilisez généralement à bon escient et ça marche pas trop mal. Mais si vous avez un doute, ça atteint véritablement l'identité de la personne qui, au lieu de lui permettre finalement de comprendre le musée, non seulement elle ne le comprend pas, mais en plus elle vit une émotion et une sensation extrêmement négative. Donc là, elle accuse plus l'institution en quelque sorte, puisqu'elle n'est pas capable de critiquer le dispositif qui est en panne, mais elle s'en prend à elle-même, c'est-à-dire qu'elle se sent coupable. Elle se sent coupable de ne pas y arriver, oui, absolument. C'est bien pire. Donc on observe une forme de discrimination avec les outils numériques qui sont mal pensés, et je pense qu'il faut y prêter vraiment attention. C'est-à-dire que ça peut être pour le meilleur comme pour le pire.
il y a 25% de la population qui n'a pas d'ordinateur. Donc, effectivement, qui ne sait pas s'en servir. Tout à fait. Alors, du coup, on peut passer rapidement, mais passer sur la conception. Alors, oui, passer sur la conception. Parce que pourquoi finalement on a tant de soucis d'ailleurs dans la pratique de ces outils? Je trouvais intéressant que... Alors, il y a plein de raisons, mais alors la première, c'est pourquoi nous, en tant que concepteurs, on va s'intéresser à ces résultats de recherche. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a, depuis une trentaine d'années, des dispositifs de médiation dans les musées. Ici, il s'agit de Mémoire d'Égypte, qui est une exposition qui a eu lieu en 89-90 à Strasbourg, qui a eu un énorme succès. Et en fait, depuis ce temps-là, depuis 30 ans, on fait des dispositifs de médiation dans les musées, les expositions, mais en fait, on ne sait pas du tout ce que les visiteurs en font, et surtout à partir du moment où les écrans vont devenir tactiles. Alors ici, l'écran, du coup, l'écran, il a envahi l'espace muséal. Autant avant, c'était un dispositif, on aurait pu dire persona non grata. On n'en voulait pas, ça chauffait. Ça aurait pu abîmer les œuvres si c'était trop proche à cause de la chaleur. Bref, on n'en voulait pas. Et puis surtout, ça attirait le regard bien plus que les œuvres elles-mêmes. Et ça, c'était un problème parce que du coup, on n'avait plus du tout le but fixé qui était de faire découvrir des vraies œuvres. Voilà, donc l'écran, après, il évolue. Là, on a l'écran qui est un support pour un guide qui lui-même va avoir un discours sur un contenu. Et ça, c'est intéressant parce qu'il s'adapte à son auditoire. On a un vrai discours d'humain. On en parlait précédemment, on apprend avec des humains. Là, c'est la situation, donc c'est une utilisation possible. Après, on a des écrans qui se démultiplient véritablement dans l'espace où, du coup, ça devient des écrans géants. Alors, c'est sûr, ça permet des narrations vraiment intéressantes puisqu'on a des traitements qui vont, du coup, devenir mixtes. Et puis, on fait ce qu'on appelle aujourd'hui, qu'on implore, on veut de l'immersif. Voilà. Ça, c'est une possibilité de faire de l'immersif avec du spectaculaire, puisque là, on a à la fois de la vidéo et du vidéo mapping, et on est en position, du coup, de spectateur assis dans une salle de projection. Ici, ce sont des projections en situation, c'est-à-dire qu'on recrée une sorte de décor. Donc ça devient non pas du documentaire où il n'y a pas de narration en particulier, ça fait partie du décor. Voilà. Après, on le décline effectivement sous toutes ses formes, en tout petit, pour simplement diffuser des mots, et puis associé aussi à des objets. Donc ici, c'est intéressant parce que ce petit écran-là donne des témoignages. C'est au musée, c'est le mémorial 9/11 à New York, où on a des objets, on va dire, qui ont servi à cette période-là, et des témoignages de pompiers qui sont diffusés à proximité de l'objet. L'intérêt documentaire est évident à cet endroit-là. Et puis on a des vitrines qui, du coup, aujourd'hui peuvent accueillir des écrans plats qui sont censés ne pas chauffer. C'était pas le cas avant. Et puis ça se met, ça on ferait plus aujourd'hui. C'est un écran, c'est une vraie télé. On voit l'ouvrage qui est posé là, sans support véritable. C'est assez ancien. Et puis l'écran, après, du coup, investit aussi la scénographie. Ici, ce qu'on remarque, c'est que à la fois son statut a changé, mais il devient ici assez ambigu. On ne voit pas si ce siège, je peux l'utiliser, regarder un film, ou si c'est une installation. Et je passe devant et je ne touche à rien. C'est pas clair. Oui, là on a fait des enquêtes en fait de public qui montraient que il y a beau avoir des casques, les visiteurs savent pas si quel est le statut en fait du fauteuil. Et du coup de l'écran. Qu'est-ce que j'en fais? Ici un peu la même chose. On a un écran associé à une œuvre, mais qui est tellement proche et tellement même inséré dans le soclage même de l'œuvre. Que du coup, on ne sait pas trop. Est-ce que ça fait partie? Est-ce que c'est un métalangage? On s'interroge. Donc, on voit une évolution de l'écran et on voit aussi une évolution vers quelque chose qui devient un peu multi-usage. Et alors là, ça c'est au Musée de l'Homme à Paris après la rénovation. On a des objets
sur des grands socles blancs, on a de la signalétique, on a un écran et le tout superposé. Quelle est la hiérarchie? Qu'est-ce que je regarde d'abord? Alors évidemment, on regarde l'écran d'abord, puisque effectivement, ça attire le regard. Mais tout ça se superpose dans une hiérarchie qui n'est pas toujours très claire. Et puis des fois, on a le décor qui lui-même sert de diffusion, d'écran de diffusion. Alors ça, c'est aux Hospices de Beaune. C'est tout à fait l'animation d'une petite scénette, hein, où on a ce mobilier qui est repris pour y mettre une petite scénette. Et qui est plutôt pas mal. Hein, et qui est plutôt intéressante. Voilà, donc l'écran après devient tactile. Donc là, les choses se compliquent parce qu'on va demander aux visiteurs de rentrer dans un programme, dans une ergonomie, dans quelque chose qu'il va devoir découvrir à la fois dans comment ça marche et à la fois qu'est-ce qu'il y a dedans. Toujours avec d'ailleurs le problème du son qui est récurrent Oui. au musée, qui est difficile à gérer, bien sûr. Là, on le voit, il y a un petit haut-parleur dans le cône. Et le cône, en fait, est intéressant parce qu'il a lui-même ce rôle de diffuser, mais sans polluer l'espace, puisqu'il y en a plusieurs des jeux comme ça. Voilà. Alors après, il s'embarque aussi, hein, le dispositif numérique, on l'embarque. Ici, ce sont des visiteurs, toujours aux Hospices, qui ont chargé une application sur leur propre téléphone. Donc ce qu'on observe, c'est intéressant, les gens, ils sont tous un téléphone à la main. Ils ne s'occupent pas du tout de ce qui se passe autour d'eux, enfin pas vraiment en tout cas. Ils sont assis, ils écoutent, et puis là, on a une petite visiteuse qui n'a pas de téléphone. Et du coup, elle, on a l'impression qu'elle visite vraiment et qu'elle s'intéresse à ce qui se passe vraiment dans l'espace. Il n'est pas faux de dire quand même que ces outils, je rappelle qu'on devrait dire de médiatisation, parce qu'il n'y a pas de médiation en réalité. La médiation, elle est vraiment entendue à la base comme humaine. C'est un peu un hold-up langagier, hein, qui a été fait par les dispositifs dits de médiation. Ces dispositifs de médiation, ils attirent quand même... ils pompent sur le capital d'attention, incontestablement. Et il n'est pas anodin d'avoir un fragment... un pourcentage de la population important qui essaie de comprendre juste comment ça marche. C'est déjà une chose importante. Hein. Les gens qui disent « j'ai compris », bien souvent, ils ont compris comment ça marche. Mais ensuite, quand on les interroge sur ce qu'ils auraient pu comprendre d'autres, en fait, ils ne se souviennent pas vraiment du contenu. Ils ont compris comment ça marche. Waouh, je suis content, je ne suis pas minable comme dit Ludovic. La première fonction en fait du dispositif numérique, l'intrigue, c'est est-ce que je vais réussir à savoir comment ça marche. Et si je réussis à me déplacer, eh bien j'éprouve déjà du plaisir. Mais je n'ai rien compris. En fait, la fonction véritable du dispositif de médiation n'a pas du tout rempli son rôle. Simplement, ça m'a montré que j'étais capable de comprendre comment ça marchait. Voilà, alors ici on a du QR code qui va censément résoudre le problème du multilingue, c'est-à-dire qu'on a un film qui est diffusé, et si on veut avoir sa version, moi je voulais le français, je scanne un QR code et ça me donne la traduction textuelle du speak du film, mais du coup, ça m'oblige à regarder le film et à lire du texte sur mon téléphone. On imagine l'ergonomie qui n'est pas vraiment facile ici, mais les concepteurs sont contents, ils ont répondu au traitement du multilingue qu'on leur demandait. Alors nous, évidemment, tout ça, on a tout ça dans nos expériences. On se rend compte que le numérique, du coup, aujourd'hui, dans les musées, c'est un must-have. Il faut avoir du numérique si on veut être moderne. Et du coup, nous, on nous dit, faites-nous des dispositifs qui soient ludiques, pédagogiques, innovants, et que les visiteurs soient acteurs de leur visite. Ça, c'est une injonction. Ça fait juste 30 ans qu'on le dit. Voilà. Enfin, je veux dire, alors nous, de la visite, comment on répond à cette demande-là? Alors, vous savez que dans les acteurs d'un projet, on a une maîtrise d'ouvrage qui peut être une institution, une collectivité, l'État, et qui à la base est celle qui va prendre en charge ce projet-là, qui va recruter un maître d'œuvre, équipe dans laquelle il m'arrive d'être. Et c'est des concepteurs qui vont aussi suivre des travaux, les travaux qui vont donner l'établissement, le musée, le projet in fine. Et on a une équipe musée aussi qui sont des utilisateurs
Et dans les ingrédients de notre projet, on a des collections. Ici, en l'occurrence, ce que vous voyez, ce sont les images de la bibliothèque humaniste à Célestat au moment de ses travaux. Ici, des objets qui font partie des collections. Et puis, on a des contenus scientifiques. Et puis, on a encore les grands oubliés dans les ingrédients d'un projet, c'est les visiteurs. Mais ces fameux visiteurs qu'on ne connaît pas vraiment et desquels, en fait, on se dit, c'est le grand public. Mais on ne sait pas qui c'est le grand public. Alors depuis, on a pu montrer, enfin le Marek a pu montrer que le grand public, là aussi, c'est une catégorisation qui permet de se projeter sur quelque chose qui n'existe pas. Le grand public, ça n'existe pas. Mais ça nous aide, quelque part, ça fait partie des épiphanies. Vous dites le grand public, vous avez l'impression de comprendre le monde. Mais on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Tous ces gens-là, ils vont devoir négocier. Parce que faire de la conception, c'est négocier. C'est négocier dans quoi? Des discours. Des types de narration. Oui, moi je voudrais de l'écrit, je voudrais des panneaux. Oui, il faut des panneaux. Moi, je voudrais des titrages. Ah, mais moi, je voudrais du numérique. Qu'est-ce que c'est le numérique? Ah, moi, j'ai vu un truc dans un musée, c'était vachement bien. Et tu sais comment ça marche? Ah, non, je ne sais pas comment ça marche. Ça marchait. Ouais, c'était bien, mais voilà. Après, comment on le raconte? Qu'est-ce que c'est la narration? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on montre? Et surtout, de quel point de vue on va parler? Et pendant toute cette phase de conception, on va négocier tout le temps, ça. Et puis, va rentrer aussi là-dedans la technique. Et puis, est-ce que ça coûte cher? Et puis, quelle est la maintenance? Voilà. Donc, tout ça rentre dans la phase programme qu'on a vu. Et puis, l'esquisse. L'esquisse, c'est un peu réfléchir quelle est l'histoire que je raconte dans un espace, quelles sont les séquences qu'on va créer, comment on commence, c'est quoi le premier dispositif qu'on va avoir, qu'est-ce qui va nous permettre d'accrocher nos visiteurs. Alors là, on nous dit, oui, mais il faut absolument qu'ils sachent dans l'espace d'introduction tout ça. Bam, alors on fait un film, parce qu'un film, on peut mettre beaucoup d'infos, et puis généralement, ça ne prend pas beaucoup de place. Voilà. S'il est trop long, il faut asseoir les visiteurs, donc du coup, ça prend plus de place, etc. Donc, une implantation par séquence, ça c'est l'esquisse, et après, on passe effectivement à tout ce qui est mobilier, donc là on le voit sur les plans. Alors là vous avez de la chance, vous voyez les petites, on dirait des petites chenilles qui sont là sur le... vous voyez ces petites chenilles? Et bien là on a travaillé avec une équipe où le scénographe s'est quand même donné la peine de représenter les visiteurs, non pas un seul visiteur, mais plusieurs, parce que ça c'est important, c'est un paramètre qu'on ne prend jamais en compte quand on réfléchit, c'est qu'en fait on va avoir des groupes, on va avoir des classes, au meilleur cas, des demi-classes, mais on aura des groupes. Or ça, c'est dans un espace, c'est très difficile à négocier, et c'est très difficile à négocier autour des dispositifs, et en particulier numériques, parce que généralement, ils ne sont pas prévus pour 3 personnes ou 4 personnes, et encore moins pour 15 personnes. Or, c'est souvent un support aussi pour des guides. Ce sont des termites, en fait, qui mangent la muséologie. Ouais, c'est exactement ça. Donc voilà, le projet ensuite qui va se formaliser de plus en plus précisément et de plus en plus définitivement jusqu'à passer après dans sa phase d'exécution où tout ce qu'on a conçu effectivement va devoir décrit dans des cahiers des charges où là d'autres intervenants vont s'en emparer, donc des entreprises qui vont réaliser les travaux à tous les niveaux, autant espace, mobilier, lumière et dispositifs de médiation. Alors là, c'est la bibliothèque humaniste encore. On a essayé de formaliser ici un jeu. Alors c'est un jeu sur un écran tactile posé sur un mobilier en forme de lutrin où on propose aux visiteurs de composer son nom de la même façon que faisait un imprimeur à l'époque médiévale. Donc de prendre des caractères, de les poser dans un composteur, tout ça virtuel évidemment, de le mettre à l'envers droite-gauche, mais aussi à l'envers haut-bas. Et une fois qu'il est parvenu à faire ça, il peut imprimer son nom pour voir le résultat et si effectivement il a bien compris ce qu'on essayait de lui faire comprendre, à savoir l'inversion et la difficulté justement de ce travail-là. On ne sait pas si ça marche bien pour l'instant. Alors, il n'y a pas d'études là-dessus. Comme j'ai travaillé sur ce projet-là en conception, si ça marche, on l'a testé évidemment, mais après on ne sait pas. C'est vrai que les visiteurs peuvent partir à faire des trucs qu'on n'avait pas prévus et qui du coup font que ça ne marche pas du tout.
Alors c'est difficile l'expérience matérielle parce que ça nécessiterait qu'on ait des petites pièces et des petites pièces mécaniques, ou en tout cas des caractères d'imprimerie, qu'on les mette à disposition des visiteurs et qu'ensuite il y ait un système d'impression, mais on ne veut pas d'encre dans un espace comme ça parce que ça peut salir, et que le numérique finalement apparaît comme une solution propre, nette, et on s'est dit, le jour où pour des groupes par exemple on peut faire des ateliers, ou du coup dans un autre espace on leur mettra ça à disposition. Mais il y a des endroits comme ici, par exemple, de reproduire les pages à l'identique et de pouvoir les feuilleter. Les feuilletoirs ont incontestablement apporté des éléments intéressants pour les visiteurs. Il y a vraiment des espaces où ces dispositifs numériques font un très très bon travail. Ils ne le font pas toujours, mais des fois, ils le font très bien. Alors là, justement, ils le font très bien. Alors ici, c'est un dispositif qu'on a appelé un feuilletoire. On a, dans la vitrine de gauche, le cahier d'écolier de Beatus Rhenanus. Et donc, c'est un objet qu'on ne feuillettera pas puisqu'il sera exposé sur 2 pages. En revanche, on peut le feuilleter avec notre feuilletoire numérique. Et on peut aussi donc découvrir cet objet-là de façon numérique. Ça permet de valoriser du patrimoine écrit de cette façon-là aussi. Ici, ce sont plusieurs tables numériques qui sont mises en face des ouvrages donc de la réserve précieuse. Et comme on n'y a pas accès de la même façon, on les feuillette sur le feuilletoire numérique. Et on a en plus du texte augmenté, c'est-à-dire des points d'intérêt qui peuvent venir augmenter l'aspect documentaire et même graphique. Alors, nous, ce qu'on a remarqué en conception, c'est qu'il y a dans cette négociation beaucoup de choses qui vont passer à la trappe, et notamment qui peuvent rendre effectivement ces espaces un peu, si j'exagérais carrément, je dirais hostiles des fois. Et nous, en fait, en tout cas dans ma démarche, moi je suis plutôt dans une démarche de slow numérique, c'est-à-dire de mettre du numérique quand vraiment c'est intéressant, quand vraiment c'est pertinent, mais pas juste pour faire waouh, pas juste pour dire waouh c'est super, parce que généralement il ne se passe rien après. La difficulté, c'est que le slow numérique, c'est-à-dire ce numérique mesuré, il est bien pris, enfin il commence à être bien pris en compte par les responsables des institutions muséales. Il y a même des gens qui sont relativement réfractaires, mais de façon réfléchie, justement en se disant mais il faut des médiations humaines, il faut pouvoir toucher, il faut pouvoir être accompagné. Nos élus, il y a encore un peu de travail, quoi, pour qu'ils comprennent que cette injonction au numérique, faire du numérique à tout crin, n'est pas la réponse à tous les problèmes ou à toutes les questions qui se posent. Vous avez vu les derniers chiffres, par exemple, qui montrent en recherche, qui montrent que le numérique, dont les attentes c'était par exemple de faire venir des jeunes, ne fait pas venir des jeunes. Oui, parce que ça c'est une attente qu'on a collée sur le numérique, c'est ça fera venir les jeunes parce qu'il y a des écrans. S'il n'est pas bien pensé, en fait ça ne veut rien dire aujourd'hui le numérique. En fait politiquement on a l'impression qu'effectivement c'est la trace d'une modernité. Mais en réalité nos jeunes ils vivent avec continuellement. Donc il n'y a aucune trace de modernité. Au contraire, la modernité, ça va être probablement de mettre des humains dedans. Et puis ce numérique ne fait pas ce que l'on attendait de lui. En tout cas, lorsqu'il est conçu à la va-vite avec ce que tu nous décris sur les phases, sur les négociations, sur ces enjeux évidemment techniques, financiers et autres, cette contrainte fait qu'au final, les résultats sont relativement mitigés. On a de très belles choses. C'est des compromis. Souvent, ce sont des compromis. Donc on le voit, le numérique en fait est porteur de toutes les attentes, donc quelque chose qui fait que en fait il va nous résoudre tous nos problèmes en termes de médiation. C'est-à-dire que on le sait, quand on fait des visites de musées où il y a des œuvres, on préfère de loin avoir un guide qui va nous parler en tant qu'humain. Si on fait des audio-guides, c'est pour qu'on ait plus de visiteurs, qu'on ait moins de guides et que tout ça roule dans un quantitatif. Oui, vous a pas étonné que, vous a pas étonné que si on est passé de la muséologie, en tout cas d'un point de vue théorique, de la muséologie d'objets dans les années 90 à une muséologie de point de vue, des François Mérès aujourd'hui suggère qu'on est passé dans une muséologie du flux, c'est-à-dire du passage. Techniquement, pour lui, on est dans une muséologie du passage. Et lorsque le Louvre se vante de 10 millions de visiteurs, on est vraiment dans la muséologie de passage, c'est-à-dire dans une stratégie de flux. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui doit être... voilà. Si nous, on ne l'interroge pas, je ne sais pas qui va l'interroger. Madame avait une question. Je ne sais pas si on va...
Merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de présenter. C'est formidable, c'est passionnant et on se sent beaucoup moins seul de vous entendre et de reclarifier à la fois des intuitions qu'on a au quotidien et des convictions évidemment qu'on développe. Deux petites remarques. Je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire, Muriel, c'est ça, par rapport à la présence physique. Nous sommes de la Réunion des musées nationaux Grand Palais, qui est la seule institution culturelle qui a au niveau national une centaine de conférenciers, dont à peu près 80 équivalents temps plein en CDI. Et ces conférenciers travaillent au Louvre, à Versailles, au musée d'Orsay, au Grand Palais, à Cluny, à Malmaison, etc. Donc on est très concerné par les questionnements liés évidemment à la présence humaine et à la dimension très, je dirais, physique que vous évoquiez. Mais en même temps, on est aussi la deuxième agence de photographie d'histoire de l'art, et les développements de l'atelier des Lumières, des carrières de lumière, etc., nous interrogent énormément, d'autant qu'on est aujourd'hui très clairement dans une industrie culturelle. Vous abordez la question des flux, ça nous parle évidemment, puisque 10 millions de visiteurs au Louvre, on voit les conséquences directes, tant sur le bâtiment, je ne parle pas des œuvres évidemment, la Joconde qui est sous caisson étanche, pas seulement pour de la sécurité, mais aussi sur les visiteurs eux-mêmes, et évidemment les publics ne sont pas tout seuls, puisqu'il y a des conférenciers qui ont des acouphènes, qui sont épuisés, qui font des épuisements au travail, bosser dans des conditions de bruit, de mouvement perpétuel, vous imaginez ce que ça fait. Donc tous ces éléments nous questionnent. Et évidemment, le numérique peut être la solution, puisque les dispositifs immersifs sont très recherchés par le public et finalement induisent une forme de passivité. Enfin, moi, j'ai beaucoup regardé TeamLab, Imagine Van Gogh à la Villette, l'Atelier des Lumières avec Klimt. Les gens font quantité de selfies, s'allongent, se déplacent, ont la musique qui est parfaite. Vous évoquiez ça comme dispositif et comme dimension. La musique est parfaite, c'est merveilleux, c'est des grands airs connus, ça va bien avec les images. Je sors de là, qu'est-ce que j'ai appris? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai vécu un super moment, c'était génial, et en plus, ça coûte très cher, donc ça rapporte des sous. Et finalement, nous, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on ne peut pas essayer d'en tirer le meilleur et de rajouter une couche de pédagogie à tout ça? Donc on a un vrai défi qui nous est posé aujourd'hui, parce que les visiteurs, ils ont envie de vivre une expérience, ils ont envie de pouvoir s'allonger dans le musée, mais est-ce que l'institution est prête à les laisser s'allonger? Est-ce qu'on est prêt à plus avoir du tout d'œuvre dans l'exposition? Et comment donner quand même du sens à des œuvres quand elles sont projetées de cette manière, quand vous êtes hyper sollicité émotionnellement, corporellement, etc. Donc voilà, c'était pour vous dire à la fois que je partage tous vos questionnements et comment je les induis. Et le dernier point que je voulais aborder, surtout pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Muriel, c'est le fait que je pense que le fait d'avoir un conférencier, un guide, c'est pas non plus la panacée. Je pense vraiment que ce qu'il faut, c'est que l'institution propose différents dispositifs. Que moi, si j'ai envie d'aller au musée et d'avoir l'audio-guide un jour, eh ben, j'ai l'audio-guide si je veux. Et aujourd'hui, j'ai envie d'échanger, eh ben, j'ai envie de me retrouver dans un groupe avec d'autres personnes. Ou je viens seule, j'ai pas envie de parler, ou je viens accompagnée d'une famille, d'amis, de familles, d'étrangers, où j'ai envie d'y aller pour séduire, etc., etc. Toutes ces dimensions, je dois pouvoir les satisfaire dans le lieu qui doit pouvoir me proposer toutes ces choses. Tout à fait. Et du reste, on allait y venir sur en fait revenir à nos histoires de registres. C'est qu'en fait, ça n'est pas exclusif. C'est pas parce qu'on a du numérique qu'il faut enlever les guides et inversement. C'est tout simplement qu'à un moment donné, il faut avoir conscience que les visiteurs sont pas tous les mêmes et que le grand public, c'est pas une masse informe. Ce sont des gens qui ont des sensibilités différentes. Certains ont même des handicaps, et qu'il faut pouvoir répondre à tout ça en proposant des offres diversifiées à l'intérieur de l'exposition, mais aussi dans l'accueil et l'accessibilité en général. Je vous propose qu'on conclue là pour faire tourner la machine. Julien, ça va être à toi.
On avait prévu d'autres choses, mais justement, on va s'arrêter là. J'ai envie de dire, en conclusion, que, pour ma part, que les études sur les visiteurs nous ont appris beaucoup de choses sur les modalités de ce qu'on appelle encore la réception, qui pour nous plutôt l'expérience. Et aujourd'hui, on travaille, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'on travaille de plus en plus à ce qu'on appelle une grammaire expérientielle, c'est-à-dire qu'on publie de plus en plus, nous avec Julien d'ailleurs, on publie des éléments, des segments d'expérience qui sont communs finalement à toute expérience humaine. Et aujourd'hui, on équipe à la fois des concepteurs, par exemple en art, en spectacle, c'est-à-dire pour voir quelles sont leurs intentions de conception, que l'on compare à leur réception. Alors, ce n'est pas pour juger de l'œuvre. En réalité, on réinjecte ce qui s'est passé du point de vue du vécu, de la dynamique vécue par les spectateurs, chez les concepteurs pour qu'ils en tirent une forme d'écriture. Il se développe de plus en plus, par exemple, des laboratoires de neurocinéma, où on étudie pour en développer des grammaires d'écriture. Voilà. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus dans la grammaire expérientielle du musée et on espère que les praticiens s'emparent de ces approches. Alors nous, évidemment qu'on s'emparera de ces approches. Nous, notre credo, c'est vraiment une forme de bienveillance à tous les niveaux et une bienveillance qui va se retrouver dans tous les dispositifs et dans toute la grammaire, tout le système, puisque l'expo c'est un système qu'on va proposer aux visiteurs et ce, depuis l'accueil. Si je dois terminer sur un point, c'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis. Alors le mot bienveillance, on le prononce bien avant que ça en soit un peu la mode, là, vous l'entendez en management. Ça fait plusieurs années qu'on dit, on observe tous les deux à travers les enquêtes qu'on a pu faire communément entre la conception et de la réalisation et des enquêtes, que les signes ténus de la bienveillance, lorsque l'institution les place, ça va depuis l'accueil jusqu'à la taille des cartels, etc., c'est véritablement un signe très important qui met les gens au travail. Rappelez-vous qu'en autonomie, ce sont les visiteurs qui se mettent au travail. Vous n'êtes pas là pour leur dire « apprends, comprends, fais ci ou fais ça ». Ils font ce qu'ils veulent. Mais les petits signes positifs de bienveillance, c'est ce qui fait que finalement, les visiteurs se mettent au travail et donc ils finissent par comprendre et donc éprouver des émotions positives. Voilà. Grand merci à vous pour cette passionnante intervention.